En général, Sandrine, les vignerons viennent de te voir pourquoi? Alors, ils viennent me voir parce qu'ils ont des problématiques soit dans leur vigne, soit dans leur vin, soit dans leur vente, soit dans leur stratégie. Donc, je les accompagne sur tous ces volets où ils veulent se former. Donc, dans leur vigne, c'est que ils ont des problèmes de maladie, souvent. Et moi, j'utilise des méthodes assez particulières où je me sers du calendrier lunaire et planétaire, du positionnement de la Lune. J'ai créé une méthode de mon expérience qui fait que j'ai une lecture du végétal qui est assez particulière. Donc, je préconise un calendrier de traitement en fonction de tous ces paramètres que j'ai appris, observés. Et en même temps, j'utilise pas mal de plantes. J'essaye de booster l'immunité de la plante avec différentes méthodos, vie du sol, etc. Ensuite, ils viennent me voir donc pour des problématiques vins. Donc, ils ont besoin que je les guide vers des vins plus vivants, donc avec moins d'intrants, avec plus d'identité, plus d'authenticité, moins je fais des vins pour plaire. Parce que je vois beaucoup de vignerons qui font des vins pour les clients qui leur demandent. Genre, les caves machin, elles veulent que je fasse un vin comme ça, donc je fais un vin comme ça. Donc en fait, ils se retrouvent avec plein de cuvées parce qu'on leur a demandé de faire ça, mais quand tu leur demandes ce qu'ils ont envie de faire, ils osent pas. Ils osent pas assumer en fait leur identité. Et c'est justement ces vins-là qui se vendent. Donc on travaille ça, on travaille la confiance en soi, on travaille également tout ce qui est stratégie d'entreprise. Donc le positionnement par rapport au personnel, par rapport à la famille aussi, parce que j'ai des vignerons qui sont en famille, il y a des grandes familles, donc le dialogue entre eux, la communication. On travaille aussi la vente, donc vente de vin, donc création d'une gamme cohérente, une stratégie, à qui tu vends, pourquoi tu vends, quelle est ton histoire, qu'est-ce que tu as à raconter. Et ça, c'est les accompagnements, on va dire, personnalisés dans les domaines. Et après, il y a l'école du Navitis où je permets aux vignerons de venir se former pour une problématique en particulier ou pour faire tout un cursus complet sur les 4 piliers qui sont la vigne, le vin, la vente, le commerce, le marketing et la gestion d'entreprise. Voilà. Donc c'est assez global. Moi, je suis quelqu'un qui travaille de manière systémique, qui travaille où l'humain est au centre. Moi, je m'occupe de la personne qui fait du vin. Voilà. C'est hyper important pour moi et je m'en fous de la technique. La technique, je la connais par cœur et c'est pas ça qui fait des vins authentiques et vivants. Pas du tout. Il y a besoin de connaître ça, mais il y a besoin que le vigneron, il adhère vraiment au truc, qu'il ait confiance en lui, qu'il aille au bout de ses choix et qu'il soit épanoui. Parce que ça là, ce que je viens de dire, ça se sent dans les vins. Vraiment, vraiment. Parle du rapport toxique à la vente. Hmm. C'est assez étonnant. Tu peux le détailler, ça? Alors oui, je constate souvent que les vignerons ont pas confiance en eux, qui font des vins pour plaire, qui s'attendent énormément le regard extérieur, donc le regard des autres vignerons, le regard du public qui va l'acheter, mais surtout des dégustateurs qui goûtent bien, les pseudo-acheteurs ou ceux qui dégustent RVF, le décanteur, tout ça. Donc ils sont très sensibles à ça, ils vont essayer de se caler sur quelque chose qui va plaire, pas sur ce qu'ils ont envie de raconter eux-mêmes. Donc ils n'assument pas encore pleinement donc leur identité. Donc il y a une espèce de côté toxique comme ça où c'est toxique mais c'est manque de confiance où on va essayer de plaire. Après il y a l'idée de positionnement prix. C'est toujours on va pas vendre trop cher parce que sinon on vendra pas. Donc toujours la peur d'être rejeté. Donc il y a ce fameux rejet qui est très présent chez les vignerons. Le besoin d'appartenance à un clan aussi. Si je sors de ce qui se fait dans l'appellation ou ce qui se fait dans le groupe de vignerons dans lequel je suis, ça va jaser ou machin. On fait pas ce qu'on veut dans le monde vigneron. Alors que, ben, en fait, moi je leur dis souvent, vous êtes des gens passionnés, des multicartes, des multitâches. Vous faites du commerce, du marketing, de la vigne, du vin. Vous êtes partout. Dès que vous finissez les vendanges, il faut retourner sur les salons, il faut élever les vins, il faut aller les vendre, il faut gérer le personnel.
il faut gérer la saison des traitements. Enfin, franchement, faites ce que vous avez envie. Plus vous allez être vous-même et plus ça va bien se passer. Mais il y a ce côté peur et puis il y a ce côté où la vigne, c'est vraiment quelque chose qui est cyclique, où chaque année, on va devoir faire les mêmes gestes. Et donc, du coup, il y a ces fameux aléas climatiques. Donc, cette vigne, elle ne bougera pas. Donc, il faut amener cette vigne au raisin pour pouvoir avoir du vin. Et ça tourne dans ce cercle. Et donc, il y a une vraie pression terrienne, entre guillemets, à ce que ça se passe bien. Et ça se compare beaucoup. Donc, il y a toujours ces histoires de prix, de j'ai besoin de plaire. C'est ça, ce rapport toxique dont je parle, qui pour moi est un frein majeur à l'épanouissement du vigneron et à son développement commercial et à générer des ventes comme il souhaiterait en fait. Sandrine, tu fais ce métier, tu as observé les gros problèmes dans différents domaines. Et quels sont les plus gros problèmes finalement? Qu'est-ce que tu en conclus de tout ça? Hmm. C'est les problèmes d'humain en fait. Souvent c'est j'ose pas, j'ai peur, je prends des décisions au rabais, c'est-à-dire que je vais voir tout petit. J'ai peur des aléas climatiques. J'ai peur que mon vin il se vende pas, donc je baisse mon prix. J'ai peur d'avoir des maladies, donc je traite à tout va. J'écoute tous les gens qui vont me dire des trucs. Euh, J'écoute mon voisin qui m'a dit de faire cette cuvée là. C'est à quel moment t'arrêtes d'écouter tout ça et tu fais quelque chose qui est en lien avec toi. Alors oui, il faut oser, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est un métier de passion, donc sois toi-même. C'est tout ce qu'on te demande en fait. Juste sois toi-même. Et puis, au pire, ça marche pas, mais au moins, tu auras essayé. C'est lâcher prise sur ce dogme du monde du vin, où on est regardé beaucoup. Hein. Ils sont très regardés, très jugés. Euh, c'est à quel moment tu vas être toi-même et plus tu es toi-même, plus tu rayonnes et plus ça marche, quoi, en fait. Peux-tu nous parler de la solitude des vignerons? Oh là là. Oui, je peux t'en parler. C'est énorme. C'est énorme. Alors, moins avec les réseaux sociaux, bizarrement, mais c'est une fausse solitude. Ils se sentent un peu plus connectés. Mais j'ai connu des vignerons, mais l'hiver, ils faisaient de la dépression. Ils étaient sous l'exomile, ils voulaient voir personne, ils étaient aigris. Même moi, quand je venais, ils trouvaient tous les vins pas bons. Ils sont cycliques, les vignerons. Ils ont des cycles avec les saisons, avec le travail à la vigne, le travail à la cave, le travail sur les salons, sur la vente. Et en fait, ils sont souvent seuls face à leurs décisions. Ils sont livrés à eux-mêmes, à leurs doutes. Et ils ont énormément besoin d'écoute, énormément besoin de parler. Et ils vont souvent confondre le besoin d'écoute et le besoin ils pensent qu'en étant meilleurs techniquement, ils auront moins besoin de parler, en étant rassurés, en étant confortés sur leur technique, ils auront moins de peur. Mais c'est faux en fait. Ils ont tout le temps des angoisses et des choses qui tournent et ils se posent toujours plein de questions et ils se comparent. Ah tiens, moi je vends pas mon vin en ce moment, mais tu vois, j'ai eu mon pote vigneron juste à côté, il est aussi en difficulté, donc bah c'est normal. Voilà, on est tous dans le même sac entre guillemets, mais au fond, il dort pas plus, il est toujours aussi stressé et il a toujours cette peur du lendemain, cette peur de se prendre un nuage de grêle, cette peur de pas arriver à vendre son vin. Et tout ça crée énormément de tensions en lui, qui fait qu'il y a des tensions dans le couple souvent, ou des couples qui explosent, des vies un petit peu dissolues, où on n'arrive pas à avoir une vraie vie privée, parce qu'ils sont tout le temps sur le pont. Donc ouais, il souffre vraiment de solitude, ce vigneron. Alors Sandrine, tu as observé des blocages chez certains vignerons et tu dis souvent ils sont invisibles. Peux-tu nous parler de ces blocages-là? Lesquels? Ben,
Ils cherchent plus à être, dans un groupe, à appartenir à un groupe, à être reconnus, qu'à être visibles. C'est-à-dire qu'ils ont une fausse modestie. J'ai plein de vignerons qui se sentent pas légitimes de dire: «Bah, moi, je fais du vin, moi, blabli, blabla». Ils ont du mal à parler d'eux. Souvent, quand je les vois sur les réseaux, ils repostent des photos de leurs bouteilles, mais rarement on les voit eux. Rarement ils prennent la parole. Rarement ils se mettent en avant. Rarement ils parlent de leur histoire. Rarement ils ils parlent de leurs peurs, de leurs croyances, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur entre eux il y a énormément d'ego dans ce métier, il y a énormément de regards, ouais, t'as dit ça, mais t'aurais pas dû dire ça. Dans les salons, oui, pourquoi lui il est à côté de moi, je veux pas qu'il soit là, pourquoi t'as invité cette personne, et ainsi de suite. Donc, ils se sentent un petit peu, ils ont cette invisibilité, c'est parce qu'ils n'assument pas ce qu'ils sont, et c'est très difficile. Mais le jour où ils le font, mais les ventes, elles explosent, leur vie, elle est belle, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a l'épanouissement personnel, avoir du temps, avoir une vie qui ressemble à une vie, parce que les trois quarts, faut pas se leurrer, ils n'ont pas énormément d'argent, ils vivent pas comme ils souhaiteraient, mais ils ont le nez dans le guidon, et ils pensent sincèrement qu'ils peuvent pas faire autrement. Alors pour toi, tu me parles souvent de l'identité. L'identité joue-t-elle un rôle dans la réussite du vin? Mais carrément, mais carrément. L'identité, c'est assumer ce qu'on est, en fait. C'est peu importe, tu as réglé tes blessures ou pas, on s'en fout. C'est juste que moi, quand je goûte un vin aujourd'hui, quand je goûte un vin qui est assumé, je vais sentir de la colère, je vais sentir du besoin de reconnaissance, mais je vais ressentir quelque chose. Si le mec, il veut pas assumer tout ça et qu'il veut juste faire un vin qu'on lui a dit de faire, je vais sentir, c'est bien fait. Et ça va me procurer zéro émotion. Donc l'identité, on ne demande pas aux vignerons d'être alignés, trop bien, c'est important pour le bien-être. Mais moi, j'ai goûté des vignerons qui avaient des blessures mais monumentales, mais qui m'ont fait vibrer, mais comme pas possible. Parce que c'est juste, je te livre là, ben qui je suis. Je suis moi. Voilà, c'est genre, je pose ma bouteille, c'est moi, tu vois. Et ça, moi, ça me touche, et ça touche les gens qui veulent acheter du vin. Ils veulent des histoires. Écoutez bien ça, les vignerons, les consommateurs aujourd'hui veulent des histoires. Ils veulent connaître qui tu es, ils veulent savoir vraiment ce que tu fais, d'où tu viens, c'est quoi tes peurs. En fait, ils veulent s'identifier à toi, ils veulent boire ce que tu vis, en fait. C'est ça qu'ils achètent aujourd'hui. C'est plus comme avant où les consommateurs, ils achetaient des étiquettes, ils achetaient des grands noms. Aujourd'hui, on s'en fout. Les grands noms, d'ailleurs, ils sont en difficulté parce qu'on les achète plus. Donc, un vin identitaire, mais c'est aujourd'hui, c'est vers là que va la réussite des vignerons. Et je pense que c'est pas que dans le vin. Je pense que plus on sera aligné avec ben, qui on est, même avec nos névroses les plus profondes, plus on va assumer ça, plus on va être vu, entendu, on va connecter, on va créer des business authentiques. J'en fais partie, et dans toutes les entreprises, ceux qui assument vraiment qui sont, qui parlent d'eux-mêmes, ça peut être une nana qui va créer une marque de cosmétiques bio, locale, avec les produits d'ici, ben, elle va trouver son marché parce qu'elle va parler sincèrement de ses peurs, de ses doutes, de ses machins, mais ça va être entendu. Donc un vigneron, plus il va chercher à plaire, plus il va chercher à coller un marché, moins il vendra aujourd'hui. Tu dis souvent que les blocages les plus fréquents sont liés à l'argent et au marketing. Mais ouais. Alors les blocages, c'est déjà un vigneron ou une vigneronne. Dans son agenda, il y a zéro créneau pour le marketing. Zéro. Qu'est-ce que j'entends par marketing? C'est marketer ton offre, marketer ton domaine, c'est qu'est-ce que tu as à raconter? Qu'est-ce que tu fais pour être visible aux yeux du monde, aux yeux de tes acheteurs potentiels? Qu'est-ce que tu as à raconter? Oui, bonjour, ma gamme, c'est ça, ça, ça et ça. OK, d'accord. Tu fais du blanc, du rouge, du machin, ça sent ça, ça et ça. Qui y a derrière? On ne sait pas. Zéro créneau marketing. Commerce un petit peu, mais pas tous les jours. Souvent mes vignerons, ils me disent: «Ah mais quand même, j'ai travaillé, j'ai fait un mailing, pour mes clients, à l'international, tu l'as fait combien de fois?» «1 fois dans l'année». «OK,
le commerce et le marketing, c'est vraiment des choses qui sont mais complètement blacklistées par les vignerons parce qu'en vrai, ils n'ont pas envie d'y passer du temps. À la base, ils sont vignerons, donc paysans, donc ils aiment leur terre, ils aiment leur vigne, ils aiment leur vin. Ils n'aiment pas passer du temps globalement sur le commerce et le marketing. Ça les fait chier. Les salons, préparer les salons, tout ça. Mais ils sont obligés de le faire. Mais il y a vraiment quelque chose qui manque à ce niveau-là. Le but n'étant pas d'y passer des heures, mais d'avoir une vraie stratégie là-dessus, en fait. Et pour revenir à l'argent, ils n'ont pas d'argent à mettre dans le développement commercial et marketing. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre une agence de com, ils vont parce que ça coûte trop cher, ils vont pas mettre de l'argent dans un joli site, ils vont pas mettre de l'argent dans de la stratégie. Globalement, ils pensent que ça sert à rien, que ça rapportera rien du tout en fait. Donc, il y a tout un système à revoir parce qu'aujourd'hui, si tu n'as rien à raconter et vous avez tous quelque chose à raconter, on a tous quelque chose à raconter de notre vie, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, on est des êtres humains. Si le vigneron n'est pas capable de raconter ça, comment veux-tu qu'on vienne le voir et qu'on s'identifie à lui? Donc, c'est quoi ton histoire? Et surtout, quelque chose que je remarque souvent, c'est tu n'as pas un avatar client émotionnel type, c'est-à-dire à qui tu as envie de vendre ton vin. Je dis bien à qui tu as envie de vendre ton vin. C'est pas à qui tu pourrais vendre ton vin. C'est à qui tu as envie de proposer ton vin. Sous-entendu, à qui tu n'as pas envie de le proposer, pour être très clair. Et toute ta communication doit être basée là-dessus. Et c'est très important. Très important. Parce que du coup, tu vas employer les mots de la personne à qui tu veux vendre ton vin. Elle va s'identifier à ça. Et souvent, la personne avec qui tu as envie de travailler, c'est quelqu'un qui te ressemble parce que tu as les mêmes valeurs qu'elle. Voilà, c'est ce que je remarque dans mes accompagnements. Sandrine, tu proposes aussi du coaching de posture. Peux-tu nous en parler rapidement? Qu'est-ce que le coaching de posture? Alors, le coaching de posture, je l'ai développé parce que au début, je me sentais pas légitime de le faire parce que je trouvais que c'était du dev perso en gros, hein. Et je me disais, mais pour qui tu te prends? Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur moi et j'ai appris beaucoup de techniques et j'ai acquis de l'expérience là-dedans. Et j'ai commencé à le faire de manière informelle pour mes clients. Et un jour, je me suis dit, OK, là, tu es prête à le faire parce que tu es capable de voir le système en entier. Tu as moins d'affect, tu as plus de recul et tu as mis vraiment des techniques bien spécifiques en place. Donc, en général, un coaching de posture, il y a une problématique qui ressort. Donc, celle qui ressort fréquemment, c'est mauvaise gestion de mon domaine ou j'arrive pas à gérer correctement mon personnel. Ça part en couille, on s'engueule tout le temps. J'ai envie de réduire parce que là, vraiment, je supporte plus d'avoir des salariés ou des transmissions. Parents-enfants dans un domaine où il y a des conflits mais énormes. Sandrine, tu proposes aussi du coaching de posture. Tu peux nous définir la définition du coaching de posture? Le coaching de posture, c'est on va travailler ta posture au sein de ton entreprise, on va dire ton leadership en tant que chef d'entreprise pour pouvoir mieux gérer ta stratégie, ton personnel et tes prises de décision et tes objectifs. Alors, c'est pour qui et pourquoi? Alors, Pourquoi aux vignerons? parce que je travaille avec eux et parce que j'ai envie de les aider et que je trouve qu'aujourd'hui, ça manque cruellement dans ce métier. Donc, pour qui c'est soit des domaines où ils ont des problématiques de salariés, donc ils arrivent mal à incarner leur posture de leader, donc à déléguer souvent, à amener la bonne posture pour que le salarié comprenne. Donc il y a des conflits internes, les vignerons se découragent de recruter des salariés. Il y a aussi des conflits intergénérationnels entre les parents et les enfants qui reprennent. Donc là, recréer du lien pour que les parents comprennent ce que veulent les enfants comprennent pourquoi les parents réagissent comme ça, pour apaiser le système et pour libérer les enfants pour qu'ils puissent adopter leur propre posture et devenir des vrais leaders
sans avoir le poids des parents. Il y a aussi du posture entrepreneuriale tout simple entre guillemets, où on va regarder quelle est ta stratégie, pourquoi ça bloque, pourquoi tu n'alignes pas tes objectifs avec tes actions. Donc souvent, c'est lié à des croyances qui créent des émotions, qui créent des actions, qui créent des résultats qui ne sont pas bons. Donc on va aller travailler tes croyances globales, spécifiques, ensuite, pour pouvoir libérer et que tes objectifs, tu les appliques avec les bonnes actions au bon moment. C'est-à-dire changer tes actions pour changer tes résultats. Alors, si tu avais un seul conseil à donner à un vigneron en galère, tu peux nous en donner un? Travailler sur lui en premier, c'est-à-dire travailler son état d'esprit et faire, je rajouterai ça, ce qu'il aime, vraiment. Mais le premier truc, c'est travailler son mindset, travailler son, comment il se sent, apprendre à se connaître. Parce que sans ça, il va toujours faire les mêmes erreurs, subir toujours les mêmes choses et il est, entre guillemets, inconscient. Et pour ça, peut-être qu'il faut qu'il s'entoure, parce que s'il pense qu'il peut pas y arriver seul, il faut qu'il se fasse aider par moi ou par quelqu'un d'autre, mais qu'il se fasse aider. Mais travailler lui en premier, parce que tout part de lui en fait.